Il n'y a pas de son dans l'espace, comme le film Alien l'a décrit, avec dans l'espace on ne vous entend pas crier, parce que le son est une onde, une vibration, mais une vibration mécanique portée par la matière. Un son, ce sont des molécules qui vont bouger, par exemple des molécules d'air. Il faut donc de l'air entre l'émission et la réception pour être capable de transporter le son. Or, dans l'espace, il y a essentiellement du vide. Il y a un petit peu de matière, neutre et ionisée, chargée électriquement, mais tellement peu que les collisions sont quasiment inexistantes entre les particules. Et il faut que cette matière soit suffisamment dense pour qu'il y ait des collisions. Et donc, pas de collision, pas de son. L'émergence de la vie-intelligence est une manière pour l'univers de prendre conscience de lui-même. Si finalement, par la pensée, l'observation, les mathématiques, l'univers peut prendre conscience de lui-même, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire chanter finalement, lui qui est désespérément silencieux parce que vide de matière? Je m'appelle Philippe Zarka, je suis chercheur en astrophysique, employé par le CNRS, et je travaille à l'Observatoire de Paris sur le site de Meudon. J'étudie le cosmos non pas en lumière visible, mais en lumière radio, qui est une lumière invisible pour nos yeux. Et avec cette lumière radio, qui est captée soit par des radiotélescopes au sol, soit par des sondes spatiales dans l'espace, j'étudie les planètes et les exoplanètes essentiellement. Je m'intéresse un petit peu aussi à d'autres astres, les pulsars, le Soleil, les sursauts radio rapides, mais avant tout les planètes et les exoplanètes. Ça, c'est un son de Jupiter. Ce sont les électrons libres qui se déplacent dans le champ magnétique de Jupiter, dont le mouvement va générer des ondes radio. Il y a ça aussi autour de Saturne, de toutes les planètes magnétisées. Jupiter est un très intense émetteur d'ondes radio naturelles. Sonifier, finalement, c'est traduire un signal en son. La toute première transposition, toute première sonification que j'ai faite, c'était en 1992, lors de la visite de Jupiter par la sonde spatiale Ulysse, qui ensuite s'en est allé voir le Soleil à très haute latitude, vers les pôles du Soleil. Et donc, Ulysse était passé proche de Jupiter. Et donc, voilà 10 heures de rotation de Jupiter, donc une rotation de Jupiter, compressée à l'époque en 10 secondes. Quand on voit l'image, quand on entend le son, on a plusieurs phares radio, en fait, donc sources d'émissions radio dans la magnétosphère de Jupiter, qui, avec la rotation de la planète, vont successivement illuminer l'observateur. Alors tous ces phénomènes nous permettent d'étudier la magnétosphère de Jupiter, la bulle magnétique créée par le champ magnétique de Jupiter dans le vent solaire, comme accélérateur d'électrons. C'est un accélérateur de particules naturelles, et ces électrons produisent des émissions radio. Ils produisent aussi des aurores, par exemple, en visible et en ultraviolet. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de vouloir expliquer c'était quoi ces ondes radio qu'on recevait de Jupiter. Donc je les représentais sous forme de graphique, le temps sur un axe, la fréquence sur d'autres. Et je me suis rapidement aperçu que, pour un membre du public, quelqu'un qui n'est pas scientifique,
c'est très difficile de se faire une image de temps et de fréquence de manière graphique, on n'en a pas l'habitude. Donc en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, cette décomposition en temps et en fréquence est tout à fait analogue à un sonogramme, la manière dont on représente un son décomposé. Donc, si j'en faisais une transposition sonore, fidèle, objective, qui soit une illustration sonore des données que je reçois. J'ai essayé, et il s'est trouvé que l'impact auprès du public était beaucoup plus fort, parce que d'une part, la nature du signal en temps et en fréquence est immédiatement perceptible et compréhensible au moins en surface, et puis d'autre part, ces sons sont étranges, et donc ils excitent la curiosité, et on veut en savoir plus. Ça, c'est très bien quand on veut expliquer de la science. Et là, donc, je me suis aperçu, en essayant, que quand on traduit ces images en sons, d'abord elles deviennent intelligibles, puisqu'on restaure la dimension du temps et des fréquences, et d'autre part, elles deviennent poétiques et belles et intrigantes. Et donc ça excite la curiosité, et là on peut expliquer les choses. Quand on nous fait entendre des sons qui sont censés provenir de l'espace, ils peuvent venir en fait de deux sources. Soit il s'agit de sons qui ont été enregistrés in situ par des sondes spatiales, et ça veut dire dans notre banlieue très proche, le système solaire. Donc de vrais sons. Un exemple, les sondes spatiales qui se sont posées sur Mars ont pu enregistrer des sons parce que Mars possède une atmosphère certes très mince, 10 000 fois plus mince que la Terre, mais suffisante pour qu'il y ait des collisions et pour transporter des sons. On peut aussi traduire des signaux d'une autre nature, des signaux sismiques, des signaux radio justement, en son. Mais dans ce cas-là, c'est un son image en quelque sorte. Je prends une analogie. Quand on vous montre une image du soleil en ondes ultraviolettes, en réalité, on vous montre une traduction des ultraviolets ou des rayons X, qui sont invisibles pour nos yeux, en couleurs visibles. Et bien de la même manière qu'on peut traduire des couleurs invisibles en couleurs visibles, on peut traduire des couleurs invisibles en son. Pour le son, la couleur en fait équivaut à la hauteur du son. Les couleurs, on va dire, de plus haute fréquence comme le bleu vont correspondre au son aigu, les couleurs de plus basse fréquence comme le rouge vont correspondre au son grave. Minus 28 seconds. 25. Go status check. Go Atlas. Go center. Go insight. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Liftoff of the Atlas V, launching the first interplanetary mission from the West Coast, and NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars. Pressures not views. Expect command at this point. Party 180 continues to look good at this point in the mission. Objective pressures, pulse speeds, expected regions, pressure ratio, controlling within expected parameters. Vehicle body rates continue to look good. Beaucoup de missions martiennes, spatiales, qui marchent beaucoup avec la NASA évidemment, ont tendance à envoyer sur Mars des rovers pour essayer d'explorer le sol martien, faire quelques trous, des analyses, des photos. Les satellites autour de Mars sont envoyés déjà depuis très longtemps. Finalement, on a une très bonne connaissance de la surface de Mars, peut-être même mieux que la Terre, puisque sur la Terre, il y a de la végétation, il y a les fonds des océans, donc on connaît peut-être moins bien la surface de la Terre que la surface martienne, puisqu'il n'y a rien pour la cacher. Et bizarrement, on ne connaît vraiment pas l'intérieur de Mars. Donc la mission InSight, c'est principalement connaître l'intérieur de Mars, et pour le faire, il n'y a principalement que les sismomètres qui peuvent le faire. Je suis Éric Beclerc, enseignant-chercheur, professeur des universités à Nantes Université et sismologue. 20 meters.
17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed. On a attendu longtemps, on a attendu quasiment 128 jours pour commencer à avoir la première trace d'un séisme martien. Ce qui n'est pas évident parce qu'il fallait quand même s'habituer à retrouver le signal d'un séisme martien qui n'a rien à voir avec un séisme terrestre. Donc après, on s'est habitué au séisme martien jusqu'à un jour où là, on a aussi enregistré des signaux qui étaient un peu particuliers, qui à la fois étaient sismiques, c'est sûr, mais qui avaient une composante bizarre acoustique en fait. C'est-à-dire que ce sont des ondes acoustiques qui sont venues taper le sismomètre. Puisque le sismomètre était sur le sol, il vibre pour toutes les raisons possibles. Et donc il vibre aussi quand c'est une onde acoustique dans l'atmosphère qui se propage. Donc là, je vous donne tout de suite la solution de l'histoire. C'est qu'en réalité, ce qu'on avait enregistré, c'était un impact de météorite. Alors si on refait, on entend un piouf, plouf, plouf, plouf. Ça fait ça. Je force un peu pour voir. Et alors ça, en fait, on a eu du mal à comprendre au départ ce que c'était. On a commencé à réfléchir en se disant, ben non, ça se trouve, en fait, c'est une météorite qui serait passée au-dessus du sismomètre. Au moment où elle passe, elle générait ce qu'on appelle une onde de choc, un peu comme on a un avion qui passe Mach 1. Alors ça génère une onde très particulière qu'on enregistre sur le sismo qui est assez classique, une N-wave en fait, on l'a déjà enregistrée sur Terre aussi cette onde-là. La même météorite pourrait continuer sa course très rapidement puis se fragmenter quand elle exploserait pendant son vol, où ça nous donnerait cette deuxième explosion toujours dans l'atmosphère. Ensuite elle viendrait percuter le sol, cette troisième signal serait le son du boom sur le sol quand elle arrive et qu'elle percute le sol, mais en même temps en percutant le sol, elle va forcément générer des ondes sismiques. Parce que c'est comme si c'était un coup de marteau. Et ici, on a les trois ondes acoustiques dans l'atmosphère martienne du signal de la météorite, mais il n'y avait pas de microphone, c'est juste le sismomètre qui les a enregistrés, parce que ça a fait vibrer quand même le sol, un petit peu. Et donc ce qu'on a entendu là, cette sonification du son d'un quake martien, c'était un vrai quake parce qu'il y a eu un impact, mais il y a eu aussi un mélange d'ondes, un peu comme sur Terre, quand il y a une météorite qui passe sur Terre aussi, on a ces sons-là. Donc on a du son acoustique, qui peut être vraiment de l'acoustique, mais qu'on n'entend pas, qui se transforme en ondes sismiques pour venir faire chahuter le sismomètre, qui l'enregistre quand même, mais il y a aussi des ondes sismiques qu'on convertit en son. Un séisme peut générer du son, mais une fois qu'il est passé dans l'atmosphère. Et encore, c'est rare, c'est pour ça qu'il faut être très proche de la source, sinon on ne l'entend plus du tout. Sonifier un sismogramme, c'est faire des choix. C'est-à-dire que le sol, à l'intérieur des objets, donc planètes, mais même n'importe quel objet solide, vibre sous ce qu'on appelle trois formes possibles. C'est-à-dire qu'il vibre soit comme vous imaginez un accordéon, il se comprime et il se dilate, et ça c'est la même chose qu'une onde acoustique. Et puis dans la planète solide, si on peut parler de Mars, alors il y a aussi une autre capacité qui n'existe pas dans les ondes acoustiques, qui est ce qu'on appelle le cisaillement, c'est-à-dire la capacité à essayer de déchirer les roches. Ou la matière, en l'occurrence. Et pour les enregistrer, il faut en fin de compte 3 composantes sur un sismomètre. Donc en fait, on a toujours une composante verticale, et puis 2 autres composantes qui sont les composantes horizontales. Donc, par rapport à juste un micro qui enregistre que dans ce qu'on appelle un champ scalaire, c'est-à-dire qu'il y a juste une valeur, la membrane vibre fortement ou pas, là il faut savoir dans quelle direction elle vibre la membrane. C'est comme si vous aviez une membrane de micro qui est capable de vibrer comme d'habitude, mais aussi de faire haut bas ou juste gauche-droite. Il faudrait aussi même qu'on ait 6 composantes pour avoir les rotations, parce qu'il y a aussi des rotations possibles de la matière. Et donc, passer ça dans le domaine sonore, nos oreilles et puis toute la technologie de l'acoustique ne travaillent que sur ce qu'on appelle un champ scalaire, en fait. C'est juste une valeur. Si vous regardez l'émission Apollo, donc là, un impact de météorite sur le sol lunaire, ça fait un signal qui dure 50 minutes et qui tout doucement s'atténue. Parce qu'il n'y a plus d'onde, ce qu'on appellerait balistique, où il y aura un chemin préférentiel pour une onde hyper rapide qui arrive. En fait, elle n'arrêterait pas de se taper dans tous les sens de sa propagation, donc en fait, il n'y a plus vraiment d'énergie coordonnée dans un milieu qui est complètement chahuté et diffusif. Et sur Mars, on a des fréquences qui sont un peu différentes que sur Terre. Le bruit sur Terre, c'est-à-dire l'énergie océanique de la houle qui vient entacher finalement
le signal sismique un peu partout sur le globe, qu'on soit au milieu de l'Afrique, au milieu de l'Asie, à 2 km sous terre, on pose un sismomètre et on enregistrera toujours les petites vibrations, les acouphènes incessantes liées à tous les océans du monde, en fait, qui perturbent en permanence le signal des séismes. Celui-là, il n'existe évidemment pas sur Mars. Donc en fait, on n'a jamais connu cette gamme de fréquences non plus. Puisque sur Terre, c'est comme si on avait des acouphènes en permanence dans cette gamme de fréquences. Donc sur Mars, on a découvert des signaux dans des gammes de fréquences dont on n'avait pas l'habitude. Alors voilà l'entrée d'un météore dans l'atmosphère terrestre. L'astrophysicien Philippe Zarka. Ce qu'on entend de manière distinctive, c'est d'abord un signal qui glisse des hautes vers les basses fréquences. Et ça, c'est l'entrée du météore dans l'atmosphère quand il est en train de se vaporiser, littéralement. Et puis à la fin, au bout d'un certain parcours, en quelques kilomètres dans l'atmosphère, il est complètement vaporisé. Les météores sont tout petits, ce sont des grains de très petite taille, beaucoup plus petits que le centimètre. Voilà, alors il y a plusieurs choses ici. Il y a des sons à fréquence constante qui sont plutôt des parasites, et à la fin, vers les graves, pareil, la traînée du nuage de plasma en fait créé par le météore qui va réfléchir le radar grave. Mais au début, vous avez entendu ce sifflement qui ondule, et ça c'est vraiment un météore, et on pense que c'est dû à la rotation du météore sur lui-même, en même temps qu'il est en train de descendre dans l'atmosphère. On va aller voir le Soleil. Alors le Soleil, lui, c'est très particulier, il est au centre de notre système planétaire, il produit l'énergie qui nous permet de vivre, la gravitation qui lie le système ensemble, et puis le Soleil est très actif magnétiquement, a des cycles d'activité, on est en ce moment dans un maximum de cycles, donc il y a plein d'émissions radio-solaires, et dans ces cycles, le Soleil éjecte du plasma, donc des bouffées d'électrons et d'ions, et ces éjections, en parcourant l'atmosphère du Soleil, provoquent des oscillations qui produisent des ondes radio qu'on appelle des sursauts radio-solaires. Alors en voilà deux très emblématiques, produits il y a très longtemps, mais il y a les mêmes aujourd'hui, ça c'était en 91.
Voilà, on a deux sursauts très différents. Alors ça, c'était la version des données brutes. L'avantage en numérique, c'est qu'on peut nettoyer les données. Voilà le même avec uniquement les émissions solaires. Alors on entend clairement qu'il y a deux émissions qui sont très différentes. La première émission, c'est une éjection de matière tellement violente qu'elle va générer une onde de choc qui va balayer en fait la couronne du Soleil, et ce choc il va en quelque sorte allumer l'émission radio là où il passe. Le deuxième phénomène, beaucoup plus rapide, lui, c'est pas un choc, c'est un faisceau d'électrons accélérés lors de reconnexions magnétiques dans la couronne. Ces faisceaux sont libérés et ils sont immédiatement accélérés à des énergies très élevées, des vitesses qui peuvent atteindre jusqu'à 100 000 km par seconde. Et donc on va entendre un très rapide ici. Quand on parle du Soleil et de son, on peut faire allusion à essentiellement trois choses. Les sursauts solaires en radio, qui sont ceux que je vous ai fait écouter précédemment, donc les éjections de matière qui vont faire osciller le milieu et lui faire produire des champs électriques variables qui sont des ondes radio. En dessous de ça, dans la basse couronne solaire, on a un milieu qui est collisionnel. Donc on n'est pas dans l'espace vide. Dans un milieu collisionnel où la matière est en collision, on peut transporter des sons en principe, puisqu'on avait dit qu'un son c'était une onde de matière. Alors comment on les détecte? Pas directement. On n'a jamais été mettre un micro dans la basse couronne solaire, d'abord parce qu'on n'y est pas été, ensuite parce que le micro fondrait bien avant d'arriver. Bon, et se vaporiserait. Bon. Donc en fait on a des données d'autres natures, des données spectroscopiques, en optique, en UV peut-être, etc., qui permettent d'imaginer, on va dire, ce que serait le son collisionnel là-dedans. Et le troisième aspect, c'est que l'intérieur du Soleil, comme l'intérieur des étoiles, oscille à des fréquences propres. En fait, le Soleil, c'est pas une sphère rigide, c'est une sphère de gaz sous l'effet de la gravitation, et il peut y avoir des oscillations de ces couches, oscillations radiales, oscillations azimutales, et donc il y a toute une discipline, une branche de la physique solaire qui est la sismologie solaire. On étudie vraiment les tremblements du Soleil, et ces tremblements cohérents, qui sont des réseaux d'ondes qui se déplacent, et ces ondes, on peut les traduire comme des ondes acoustiques. Ce sont en fait, pour certaines, des ondes acoustiques, donc ondes audio, mais inaudibles, beaucoup plus basse fréquence. Et donc on peut là aussi en faire des transpositions sonores. Pour l'observation, la surveillance, on pourrait imaginer, mais là je spécule, je préviens, que de même qu'il nous est arrivé en observation de Jupiter, pour des observations très longues où on voulait enregistrer le signal uniquement quand des phénomènes de sursaut millisecondes se produisaient, plutôt que de tout enregistrer. Ou alors de suivre à l'œil sur un écran le déroulement du signal jusqu'au moment où les signaux se produisent, on pouvait les traduire en son et les écouter, c'est beaucoup plus reposant, et quand on entend les glissements caractéristiques, hop, on sait que le signal est là, et donc on peut déclencher l'enregistrement. Est-ce qu'on peut faire l'analogue pour certains phénomènes solaires? Peut-être.
celui-là, je l'aime bien parce qu'on entend d'abord des événements comme ça, des petits sauts dans le vent solaire qui sont totalement normaux, hein. Ça varie énormément. Donc là, on entend une journée entière. On entend de minuit à minuit. On entend le 10 mai, la journée du 10 mai. Pourquoi le 10 mai ? Parce que le 10 mai, la Terre s'est pris une rafale de vent solaire tellement intense que ça a créé des aurores qui sont descendues jusqu'en France, quasiment, jusqu'au sud de l'Angleterre. Et ça, c'est un phénomène relativement rare. Il est totalement normal, mais il est rare. Et donc, on a entendu le vent solaire là qui arrive. Donc, ce qu'on entend d'abord, c'est le vent moyen, avant que la rafale arrive, c'est-à-dire que tout se passe bien. On a un vent qui va à environ 400 km par seconde, donc c'est une vitesse tout à fait normale, c'est sa vitesse moyenne. Et puis tout d'un coup, on a une explosion où le son part très aigu, et puis très fort. Et ça, c'est l'arrivée de plusieurs éjections de masse coronale, donc c'est plusieurs éruptions du Soleil qui arrivent à peu près en même temps, et qui là inondent complètement ce pauvre satellite qui se retrouve dans une tempête incroyable. Et ça, c'était une vingtaine de minutes avant que ça arrive sur Terre, une vingtaine de minutes avant, on entendait ça sur le satellite. Je m'appelle Quentin Davot, je suis médiateur scientifique. Je suis quelqu'un qui est là pour faire la passerelle entre le public et les scientifiques et essayer de travailler avec eux pour expliquer leurs travaux, de leur donner un aspect un peu intelligible pour le public et faire en sorte que les gens puissent s'emparer de ces connaissances-là et les apprendre. En entendant le premier son, la première fois, je me suis dit, j'ai fait parler l'univers. Mais je me suis dit, j'ai trouvé une manière très simple d'écouter l'univers par moi-même et de le faire parler. À la base, la sonification du vent solaire, en fait, on a la chance d'avoir des satellites qui sont en dehors du champ magnétique de la Terre, loin, et qui donc se prennent le vent solaire tel qu'il est. J'ai pris les données de ce satellite, j'ai testé, et puis un jour, je me suis retrouvé avec une partition de piano, et je me suis dit, ça c'est intéressant. J'ai écouté ce que ça donnait en le mettant sur mon ordinateur, et là, je me suis retrouvé avec un piano qui jouait la partition du vent solaire. Et j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça super beau. Je l'ai envoyé immédiatement à mes amis qui sont scientifiques dans le domaine, qui m'ont dit « Oh, c'est super, c'est trop bien, on entend le vent solaire ». Et à partir de là, je me suis dit « D'accord, c'est bien le piano, mais c'est un peu moche ». Et donc, j'ai commencé à essayer de travailler le son avec des sons que j'avais pu prendre, moi, de mon côté, de vent notamment. Et j'ai commencé à essayer de donner à ce vent solaire l'aspect d'un vent, tel qu'on pourrait l'entendre sur Terre. Il y a vraiment l'objectif de faire ressembler ça le plus possible à un vent terrestre, parce que le vent, c'est dans l'atmosphère de la Terre, le vent solaire, c'est dans l'atmosphère du Soleil. Il y a une analogie qui est directe, il y a des similitudes même dans le comportement du vent solaire. Il y a des changements de densité, de vitesse qui sont parfois très rapides. D'une minute à l'autre, on peut se prendre une rafale incroyable de vent solaire qui peut créer d'ailleurs des aurores après. J'ai essayé plein de choses, et notamment des sons un peu futuristes, un peu forcément de science-fiction et tout. Je trouvais que ça perdait de sa poésie. En fait, c'était trop attendu. On s'attend trop à ce que ça ressemble à ça. À quelque chose d'assez incompréhensible, des nappes comme ça, de sons qui rappellent des œuvres de science-fiction, etc. Et la beauté dans tout ça, c'est le fait que c'est littéralement un vent, parce que c'est notre environnement proche. Et il se trouve que la météo de l'espace, le vent solaire, c'est quelque chose qui est extrêmement proche. On n'en a pas l'impression, mais c'est quelques dizaines de kilomètres au-dessus de nous seulement. Et que ça fait partie de notre monde. Et prendre conscience que le monde ne s'arrête pas au plus haut de nos montagnes ou même à notre atmosphère, mais qu'il s'étend au-delà et qu'il prend vie et qu'il y a énormément de phénomènes là-haut, en fait, peut-être que la manière la plus simple de le faire prendre conscience aux gens de ça, c'est de leur faire écouter des sons qui peuvent leur paraître familiers. Donc le vent, par exemple. Ce serait intéressant d'ailleurs d'essayer de voir, est-ce qu'on pourrait représenter la pluie avec des données scientifiques de l'univers. C'est la nature, en fait, aussi là-haut. Je pense qu'on a l'habitude de voir des images du ciel. On a peut-être moins l'habitude de l'écouter. Il y a pas mal de personnes qui, en écoutant ce son-là, ont dit « Oh, c'est terrifiant ».
Et ce message-là, si c'est terrifiant, je trouve ça donne un peu trop de crédit aux théories de collapsologie ou à la délectation qu'on a de parler de fin du monde ou d'effondrement, etc. Avec ces sonifications, on a la chance d'écouter un phénomène qui nous est totalement inatteignable, qui nous est totalement inconnu. Il y a encore 60 ans, on ne savait pas que ce phénomène-là existait. Et là, on l'entend. Ces sons, en fait, quand moi je les crée, donc en traduisant des phénomènes physiques, L'astrophysicien Philippe Zarka. je peux avoir non pas 12 notes par octave, mais je peux en avoir 50 ou 3 ou 75. Donc ça va donner des sons forcément inhabituels, parce qu'on n'a pas l'habitude d'associer ces fréquences ensemble. Donc en général, ce sont des plages épaisses, donc on a en fait plusieurs sons ensemble, plusieurs fréquences toujours à chaque instant, comme si on appuyait avec la main sur un clavier de piano pour produire plusieurs notes à la fois, sauf que c'est un clavier avec beaucoup plus de notes qu'un piano. Donc là aussi, ça produit un aspect un peu dérangeant, inhabituel, à la fois dans la densité des notes et leur étagement en fréquence. Saturne, c'est un vrai festival parce que nous avons bénéficié de la visite de Saturne par la mission Cassini. Et la mission Cassini emportait un récepteur radio absolument merveilleux qui a été fabriqué au LESIA, ici dans mon laboratoire. Et il a exploré la magnétosphère, la bulle magnétique de Saturne et son environnement en général de manière très détaillée. Les sons de Saturne ont vraiment ce caractère fantomatique un peu bizarre. C'est peut-être le rythme auquel on les fait varier. Peut-être que si on les comprimait plus dans le temps ou moins, on n'aurait pas cet effet-là. Tous les sons ne donnent pas cet effet-là. Après, on pourrait dire aussi un peu un lieu commun. Hein. Tout ce qui est inconnu effraie. Je veux dire, ça c'est la nature humaine. Hein. C'est pour ça qu'en général, on massacre les inconnus, qu'on n'aime pas les migrants, les étrangers, etc. Après, peut-être qu'on a utilisé ce type de son glissant un peu étrange dans les films de science-fiction, les films d'horreur aussi. Voilà, il y a peut-être un aspect culturel là-dedans. On peut avoir, bien sûr, un imaginaire. On n'est pas vierge, hein. On a un imaginaire culturel, un vécu lié au son, et on a des sons qui vont nous rappeler des phénomènes. Les basses grondantes, c'est le tonnerre, les craquements, c'est l'éclair, les sifflements, voilà. Ça dépend du vécu, de la culture, de la symbolique. Il paraît qu'on dit que le cinéma est en avance sur la science. En fait, je ne suis pas d'accord parce que le cinéma, aujourd'hui, j'ai l'impression, de science-fiction en particulier, est quand même assez décalé par rapport à la science. C'est-à-dire que certes, il peut imaginer des choses qui n'existent pas encore, qui n'existeront jamais. On peut faire des films sur l'exploration de mondes lointains. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est en avance. Mais par ailleurs, et probablement par peut-être un manque de pont encore entre art et science, hein, entre cinéma et science, il y a un nombre considérable d'avancées astronomiques dingues qui sont absents du cinéma. Le cinéma, finalement, il est très en avance dans l'exploration d'autres mondes, mais il reste extrêmement prosaïque. On explore finalement quoi ? Des planètes. Hein, dans Interstellar, bon bah ok, la Terre est dans un triste état, ce qui est la réalité, encore plus triste dans le film, et puis on va explorer, rechercher d'autres planètes habitables. C'est en avance sur les moyens technologiques d'exploration, c'est pas du tout en avance sur les connaissances scientifiques. Donc je dirais que la sonification, qui va être une aide justement à la vulgarisation, donc au dialogue. C'est pour moi du dialogue art-science, et en l'occurrence science-cinéma, que peut émerger des films extrêmement nouveaux, extrêmement futuristes et novateurs, et qui rattraperaient la science pour le coup. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière.
Donc là, on va écouter les mesures de vitesse radiale prises sur le tout premier système exoplanétaire détecté en 1995. Donc là, ce sont les points de mesure. Donc certains vont être plus aigus, d'autres plus graves. Ça veut dire que ce n'était pas la même vitesse à l'origine qui a été mesurée. Donc on a plein de sons qui vont s'en mêler, qui ne vont pas être organisés, mais c'est vraiment les données brutes de plusieurs mois de mesure sur cette étoile. Ça fait un peu martien, hein. Je suis Xavier Delphos, astronome à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, et je travaille dans le domaine des planètes extrasolaires. Je m'intéresse en particulier aux petites planètes qui ont des points communs avec la Terre et qui seraient éventuellement dans la zone habitable autour de leur étoile, c'est-à-dire qui pourraient avoir de l'eau liquide à leur surface. Rendre les mesures de vitesse radiale en son, c'est quelque chose que je voulais faire depuis beaucoup d'années, notamment avec des discussions avec Philippe Zarka. Et un jour, je vois un mail d'une étudiante qui fait une double formation en licence de physique et musicologie, qui me demande si j'aurais un stage à lui proposer en deuxième année. Quand j'ai vu sa formation, tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est vraiment là, c'est une occasion peut-être à ne pas manquer. On s'est rencontrés, c'est une belle rencontre qui s'est faite et qui s'est prolongée ensuite durant les 2 mois de stage avec un excellent travail qu'elle a effectué et qui a permis de transformer cette idée qui datait d'il y a longtemps en quelque chose maintenant de réel et qui fonctionne. L'idée générale était là, c'est-à-dire représenter les changements de vitesse des étoiles en changement de fréquence sonore. Après, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles il y avait de la liberté, comment le coder, et ça c'est beaucoup Juliette qui a pris la main là-dessus. Ce qu'on a imaginé, c'est que si par exemple on mettait un haut-parleur qui diffuse une fréquence sur ces étoiles qui sont en mouvement, comme par exemple sur un circuit de Formule 1 qui est en cercle, la voiture elle passe devant nous, quand elle se rapproche, le son devient de plus en plus aigu, quand elle s'éloigne, ça devient de plus en plus grave. S'il y avait de l'air entre nous et l'étoile qu'on observe, et qu'on mettait donc ce haut-parleur sur l'étoile, en se déplaçant, si son orbite est un cercle, très simple, on devrait entendre ces variations de son qui correspondent aux variations de vitesse de l'étoile, son orbite. Je m'appelle Juliette Tudost et je suis étudiante en physique et en musicologie. Et j'ai travaillé sur un projet de sonification sur les vitesses radiales des exoplanètes. Donc là, on va écouter un autre système. Et là aussi, on entend la vitesse orbitale changer très rapidement. Ça, c'est le moment où la planète est passée très 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 proche de son étoile, ce qu'on appelle le passage au périastre, au point le plus proche entre la planète et l'étoile. À ce moment-là, ça fait une variation de vitesse extrêmement rapide, à la fois de la planète et à la fois de l'étoile, alors qu'à d'autres moments, lorsque la planète est plus éloignée de son étoile, les variations de vitesse sont beaucoup plus lentes. En physique, et à la fois à la croisée de la musique, quand on fait jouer un instrument, on peut choisir de faire juste entendre un son à 440 Hz par exemple, ça va être très robotique, mais si on fait entendre un son à 440 Hz plus un son un peu moins fort à 880 et qu'on continue comme ça sur toutes les octaves, on va entendre un son qui sera un peu plus doux, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Même si ça paraît encore un peu robotique, ça l'est moins que ce que les premiers essais ont été. Et donc on s'était basé plutôt sur une flûte, ou en tout cas c'est le rendu que ça donne. Ça me paraît compliqué dans le cas des vitesses radiales de faire par exemple des percussions type batterie. Mais par contre, attribuer un instrument à chaque planète, ça pourrait se faire. À voir en jouant justement sur les harmoniques, si on entend vraiment bien la différence ou pas. Mais ça me paraît totalement faisable. La musique, c'est un des arts qui est, je pense, le plus populaire. C'est certainement un des supports qui permettent de toucher le plus de monde, puisque on va vite pouvoir assimiler ça à quelque chose qu'on connaît. Typiquement, là, les données de vitesse radiale, si on ferme les yeux et qu'on s'image les sons dans la tête, avec un astre qui bouge comme une Formule 1, comme une moto qui passe devant nous, je pense que c'est plus facile à visualiser qu'un graphique, et je pense que le son, ça permet de se l'imaginer mentalement.
Pour moi, cette sonification est une manière d'entendre le cosmos chanter. L'astrophysicien Philippe Zarka. Une partition musicale, l'axe horizontal de la partition, c'est le temps qui se déroule linéairement. L'axe vertical, ce sont les fréquences. Et donc, on met des points noirs quand on veut jouer une note, et puis rien quand on veut rien jouer. Donc, on représente leur durée avec une symbolique noire, croche, ronde, etc. Mais qui pourrait très bien être représentée par du vide sur des spectres dynamiques. Donc, en réalité, la partition, c'est le moyen extrêmement ingénieux de notation symbolique qu'ont trouvé les musiciens pour représenter les spectres dynamiques de musique. C'est vraiment ça. Comme je ne veux pas interpréter mes signaux en rajoutant de l'information, donc en particulier je ne veux pas rajouter des harmoniques, et pour ça, il faut utiliser pour traduire le signal à chaque fréquence, le son qui a la structure la plus simple, celle d'une sinusoïde pure, et c'est la flûte qui produit cette sinusoïde pure. Donc quand je traduis une image qui est formée de 1000 fréquences, c'est comme si j'avais à ma disposition un orchestre de 1000 flûtes, alors en plus 1000 flûtes qui peuvent jouer sur des fréquences arbitraires, pas les fréquences de la gamme, qui joueraient ensemble, à certains moments. Les sons, vous ne les voyez pas, vous les ressentez, vous les entendez. Ils chantent. Je compose beaucoup sur le cosmos, donc les étoiles, les planètes. Donc il y a la planète bleue, bien sûr, la Terre. Mais il y a également Jupiter, il y a la constellation Pégase, le Cygne. Cette musique me traverse. Je m'appelle Laurence Ridou, je suis pianiste, interprète et compositrice. Le ciel m'inspire depuis très 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 longtemps. J'ai eu l'occasion d'aller en mer faire des croisières à voile. Il n'y a plus que le ciel, quoi. On est là au milieu du ciel. Et cette impression m'est restée très fortement en moi. Et la première pièce que j'ai composée pour le ciel, enfin pour le cosmos, c'est Cassiopée. J'étais en Italie, on voyait très très bien Cassiopée. Et quelques notes sont arrivées et après, il était évident que c'était Cassiopée. Donc après, pendant 1 an, j'ai vraiment fait une succession de compositions uniquement sur le cosmos. Chaque astre a sa caractéristique, sa personnalité. Elles sont toutes différentes. Donc forcément, la composition de chacune sera différente. L'intensité de la lumière inspire ma musique. Par exemple, dans les Pléiades, c'est un groupuscule d'étoiles qu'on voit très peu. Il y en a quelques-unes qui scintillent plus. Et donc, les Pléiades, j'ai voulu faire une musique très délicate, très fine, avec des petits scintillements de temps en temps. Sirius, qui est une planète très très lumineuse, par contre, là, la brillance, elle arrive dès le début de la composition. Et dans Orion, ce morceau sur la constellation, j'ai un passage qui reflète bien cet infini, et à la fois ça brille, et on a l'impression que ça ne bouge pas. Et c'est des moments de contemplation du ciel qui sont très purs. Tout d'un coup, la puissance qu'on peut ressentir par rapport à ce qui peut se passer dans le cosmos. Voilà, les choses sont très fortes, très puissantes. Et puis après, on revient à cette contemplation. La musique classique, elle agit sur un certain niveau
Le son, il part très loin. J'ai la chance d'avoir un 3/4 de queue Zunderfer à la maison, avec des notes supplémentaires très graves qui apportent une notion spatiale grande que j'utilise dans ces compositions. Alors évidemment, il faut avoir un Zunderfer, mais parce que les autres pianos n'ont pas ces notes supplémentaires. Le piano est un instrument entre guillemets orchestral. On peut faire des accords énormes, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a une complétude harmonique, et c'est ça qui est intéressant. À la fois, cette musique me traverse, et en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui me traverse à ce moment-là, qui vient de quelque part. Et ça me rend extrêmement heureuse. Et les chercheurs eux-mêmes, les astronomes, ils ont une approche très scientifique, bien sûr, du ciel, cosmos, etc. Mais ils ont eu aussi cette part de rêve où ils l'ont en eux aussi par rapport au ciel. Même s'ils font des calculs très scientifiques avec plein de chiffres qui défilent. Moi, j'ai eu la chance. Ma fille connaissait une astronome qui travaillait à Grenoble avec Xavier Delfosse et qui a dit mais ils sont en train de rechercher des artistes pour travailler avec des artistes. Donc je suis allée le voir et tout de suite le courant a très bien passé. J'ai montré ce que je faisais. J'ai fait une soirée ici où il a invité lui-même une dizaine d'astronomes là dans ma maison et je leur ai joué des étoiles et des planètes et c'était une soirée formidable. Donc mais eux ils ont la part scientifique. Mais cette part de rêve donnée par l'art, ils en ont également besoin. Ils me disaient que c'était quelque chose d'important pour eux. Donc là, on se rejoint. Alors Laurence, si je te fais écouter ça, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Ce sont différents systèmes exoplanétaires. Voilà. C'est des sons, pour moi, c'est de la musique. C'est déjà de la musique. C'est un début de musique. Là, il y a vraiment quelque chose avec la régularité, la recherche d'harmonie aussi, parce que là, c'est comme un début de mélodie, et donc après, l'harmonie se met autour, etc. Donc il se passe des tas de choses après. Qui sait, peut-être que dans quelques années, on fera écouter un système exoplanétaire que tu interpréteras derrière, mais oui, piano. Mais volontiers, pourquoi pas. On pourrait, je pense, dire que le Soleil écrit une partition. Les synthétiseurs vont suivre cette partition avec la complicité du Soleil. Dans cette histoire dans laquelle on embarque les gens, on leur joue un peu un tour, c'est-à-dire qu'on leur fait croire, et nous-mêmes on y croit à un moment, que le Soleil fait ce bruit-là. D'habitude je fais de l'image, et là d'un coup mon image fait du son, quoi. C'est assez étonnant. Je m'appelle Bart Perron, je vis à Nantes, je suis artiste, plutôt art visuel, mais je touche à pas mal de choses. Et je travaille dans un collectif aussi, avec Fanche entre autres. Moi je m'appelle Fanche Doder, je suis artiste plasticien, mais aussi musicien. Héliophonie, c'est écouter le soleil. L'objectif, c'est de rendre perceptible quelque chose qu'on ne voit pas, même si le soleil, on peut le regarder... En fait, on ne le voit pas, le soleil. Enfin, on ne peut pas le regarder plus de X secondes avant de se cramer les yeux. Et on a décidé de construire un film à partir d'images du soleil faites par un satellite, le SDO. On analyse en temps réel pour produire des données. Ces analyses-là sont ensuite calibrées pour qu'elles puissent communiquer avec des synthétiseurs. Donc l'objectif, là, c'est de produire du son ou de la musique, ça dépend, à partir des données issues d'une analyse des images du soleil prises par un satellite.
On est sur cette question de mettre en scène et en son un phénomène naturel. Là, en l'occurrence, le soleil, qui est un sacré phénomène quand même. C'est quand même une étoile, c'est pas rien comme objet. Notre démarche, c'est d'écouter quelque chose qui est invisible, et le soleil, c'est vraiment particulier, parce que c'est ce qui rend les choses visibles dans notre environnement, sur notre planète. S'il n'y avait pas le soleil, on serait dans le noir et on n'existerait pas. Et moi, je diffuse ce film, et en temps réel, donc à 30 images secondes, je fais des calculs. Chaque image, chaque frame de la vidéo, je l'analyse. Chaque information visuelle est sonifiée. Ça permet à Fanch, du coup, d'aller, pour le coup, vraiment faire de la musique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il prend un saxophone et il improvise. Là, il joue de la musique. Moi, j'ai l'impression d'être le pilote d'un vaisseau spatial qui fait de la musique, avec le soleil plein de lucarnes et plein de codes, comme dans un cockpit, quoi, avec plein de boutons partout pour essayer de garder le cap et de raconter une histoire. Il y a un petit peu une narration quand même dans ce live là. Jouer du sax avec le soleil, pour le soleil, avec Bart, pour Bart, je sais plus. Est-ce que c'est avec des données scientifiques? Est-ce que c'est avec la musique que ça génère? Alors, je pense que tout va me nourrir à ce moment-là, mais je pense que l'image aussi, elle va me nourrir. Quand on se confronte à cette image-là et cette musique-là, générée par les synthétiseurs, ça provoque une émotion, et cette émotion-là, elle va m'inspirer ou elle va me nourrir pour improviser. C'est hyper chouette comme exercice, quoi. Je cherche à amener le public à la fois à comprendre ce qui se passe, mais aussi à contempler cette étoile. Moi, je me considère clairement pas comme un scientifique. Je me suis posé la question, on m'a posé la question. Je pense qu'un scientifique a un objectif, il va chercher un résultat. Moi, je n'ai pas d'hypothèse avant de me mettre à travailler. Ça a été une vraie question existentielle de me dire, je dois faire le choix entre être scientifique ou être artiste. Je peux pas dire que je me considère comme scientifique parce que de la même façon que Fanch, on n'est pas en train d'essayer de prouver des choses. Par contre, je me sens pas non plus complètement que artiste. J'ai l'impression d'une zone grise un peu entre les deux et qui m'amuse. Enfin, j'aime bien être dans cet empêchement de mettre une seule étiquette. Héliophonie, ce projet-là, je pense que c'est une façon de rendre accessible l'astronomie. On montre des images qui sont issues d'une base de données SDO, une mission spatiale de la NASA. Donc je pense que nous, on est un peu les passeurs de... Il y a quand même une part de médiation dans ce qu'on fait. J'aime bien amener les gens aussi dans cet émerveillement du procédé scientifique. On peut pas tout comprendre juste comme ça en une demi-heure de live, mais au moins se poser des questions. Moi, je suis assez surpris à chaque fois de voir le nombre de questions que les gens nous posent. Il y a quelque chose d'existentiel, de métaphysique, presque de spirituel en fait, face à un objet comme ça. Il y a un truc vertigineux en tout cas. Et la poésie peut être le moyen de l'exprimer ou de le traduire. La poésie est le résultat de la symbiose entre l'image et le son, entre ce qu'est le soleil pour nous les vivants et le son. Ce projet, c'est un prétexte à faire de la poésie. C'était Le Son des planètes. Avec l'astrophysicien Philippe Zarka, l'astronome Xavier Delfosse, le sismologue Eric Buckler, l'étudiante en astrophysique et musicologie Juliette Tudos, le médiateur scientifique Quentin Davot, la compositrice Laurence Ridou et les artistes Bart Perron et Fanch Doder. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast avec le soutien du ministère de la Culture.